ma candidature, je l'ai faite en 2022, début 2022. Je crois que ça devait être vers le mois de janvier ou de février, même peut-être ouais février-mars. En fait, c'était parce que c'est pareil, c'est un fight club, le King of the Streets pour le nommer, qui en fait s'est bâti sur des combats faits vraiment entre des hooligans. Donc en fait, si tu veux, il y avait un prestige à y aller et à représenter le nom de ton équipe et à pouvoir gagner, même combattre, on va dire, même en perdant, mais combattre avec honneur. Ça mettait vraiment une certaine lumière sur ton équipe et sur du coup la férocité de ses membres, c'est-à-dire que tu parlais pour toute ton équipe. Donc moi c'était vraiment pour ça, si tu veux, je voyais ça avec un petit peu de distance et très honnêtement, même moi, alors je vais pas dire que ça m'effrayait, mais quand je le voyais, je me suis dit la vache, Maxime, est-ce que t'es prêt à faire ça quoi? Est-ce que t'as ce qu'il faut euh, dans dans les couilles et dans les tripes pour passer ça parce que c'est vraiment un niveau supplémentaire. Et puis finalement, j'ai décidé de me lancer. Je me suis dit, bah écoute, il y en a qui y vont, visiblement, ils sont pas tant formés que ça. C'est-à-dire que moi, des free fights, j'en avais quand même déjà pas mal à mon actif. Et puis au niveau des sports de combat, bon, sans être surentraîné, j'avais quand même des bonnes bases. Donc je me suis dit, écoute, il y en a. Visiblement, la technique sport de combat, il l'avait pas forcément trop. Donc je me suis dit, t'as de la force en plus. Pourquoi est-ce que tu pourrais pas essayer de faire jouer un petit peu tous ces atouts en ta faveur? Donc moi j'ai lancé ma candidature. En fait, ils ont une page de candidature sur Telegram. Donc j'ai lancé ma candidature là-bas. Ils te demandent ta taille, ton poids, ton âge, si tu fais partie d'une équipe hooligan, ton palmarès un petit peu en boxe amateur, en boxe professionnelle, etc. Excuse-moi, je t'arrête juste 30 secondes, juste pour bien comprendre, pour ceux qui débarqueront un petit peu. Donc, les fight clubs, le KOTS, donc ce sont des fight clubs, donc ce sont des combats à main nue, où il y aurait vraisemblablement pas de règles. Et donc tu dois absolument représenter une communauté. Là tu parles de hooligans, mais est-ce que c'est que des hooligans qui se rencontrent, c'est que les leaders d'équipes hooligans qui se rencontrent, ou est-ce que ça peut être d'autres groupes, d'autres communautés? On sait qu'il y a un peu tous les extrêmes qui va là-bas. Comment ça s'organise juste là-dessus? Alors non, c'est pas forcément que des hooligans et en fait, il y a aucune condition sine qua non, on va dire, à candidater si ce n'est que d'être un minimum robuste et vaillant et d'avoir quand même une petite expérience du combat parce que ils ont besoin d'avoir des combattants quand même qui offrent un spectacle. Après, t'as aucune non, moi par exemple pour te dire mes deux combattants, il y en a aucun des deux mes deux adversaires qui étaient hooligans. Il y a eu un Polonais qui était kickboxer amateur et Hamza d'ailleurs, un combattant français qui était hors de tout ce circuit-là. En fait, eux, les hooligans, si tu veux, pour eux, ça consistait à avoir un terreau fertile de combattants braves et prêts à aller sur des combats un petit peu sans règles, on va dire. Donc pour eux, c'était vraiment le profil parfait. Après, il y a des gens dans la société qui sont hors du hooliganisme, etc., et qui sont tout à fait capable de livrer ce genre de guerre un petit peu moins académique. Donc non, en fait, ils sont pas fermés du tout. Tout comme justement tu parlais des extrêmes un petit peu, je pense que tu voulais parler un petit peu des fois de gens qui pouvaient représenter des groupes ou des idéologies. En fait, le Fight Club, il est totalement apolitique et anti-idéologie dans le sens où en fait tu viens comme tu es, comme un McDo, et tu représentes ce que tu veux. Dans la mesure c'est eux qui ont le droit de gestion sur la communication de l'événement. Et par exemple, si jamais tu veux porter des vêtements avec des symboliques particulières, c'est pas possible. Tu dois être habillé avec leur marque, qui est la marque Ascari que je porte souvent. D'ailleurs, un petit message si les abonnés veulent commander, j'ai un petit code promotion. Et du coup, voilà, tu peux pas faire valoir en fait tes idées. C'est-à-dire que tu peux les représenter, tu peux venir avec elles en étant fier de ce que tu es, mais par contre, tu peux pas les faire valoir en fait dans le Fight Club, ni avant le combat, ni pendant, ni après. Ok, d'accord. Bon, tout le monde le sait, j'ai fait des épisodes, j'ai déjà parlé de ces fight clubs, notamment avec Gaëtan Lebris, avec qui tu as été un peu à un moment donné en désaccord, pour dire ça gentiment. J'ai fait 2 épisodes avec lui, j'en ai parlé dans d'autres podcasts que j'ai réalisés.
Donc ça ne m'est pas complètement inconnu, je pense que ça sera pas complètement inconnu non plus aux yeux des gens, mais c'est bien de faire des rappels pour savoir comment ça se passe. Puis surtout peut-être que vécu de l'intérieur, c'est ça qui est intéressant, c'est que toi tu l'as vécu en tant que combattant, parce que Gaëtan avait amené à l'époque, c'était le French Viking là-bas qui avait fait des combats, qui avait gagné ses combats. Mais toi pour le coup, tu les as vécu en tant que combattant, c'est-à-dire t'as été dans la cage. J'ai pas fait de podcast avec le French Viking. Et donc on est tous curieux, enfin moi le premier d'abord, c'est déjà ça, de savoir comment ça se passe. Donc t'as rempli tous les formulaires, t'as dit que t'appartenais donc à un groupe de hooligans français, hop, t'es pris, t'es sélectionné, t'es content, et ensuite c'est quoi, ils te donnent une date. J'essaie d'aller vite parce que je le dis, tu vois, comme ça, en toute transparence, on a des petits problèmes de connexion et de décalage au niveau de l'enregistrement, donc je peux pas intervenir exactement au moment où j'aimerais intervenir, sur poser des questions, etc. C'est pour ça que des fois il y a des petits que je te coupe la parole à des moments où c'est pas censé te la couper. Mais voilà, donc je te pose pas mal de questions, puis je vais te laisser dérouler après, ça sera plus simple pour l'écoute de l'épisode. Donc comment ça se passe? Est-ce qu'ils te donnent une date et puis tu dois te démerder pour y aller? Tu sais qui c'est que tu vas combattre? Voilà un peu tous les avants. Et puis est-ce qu'il y a aussi des sélections dans le sens où est-ce qu'il faut que tu aies un niveau et faut que tu représentes un truc, faut que tu aies une image. Voilà, comment ça se passe un petit peu? Alors pour la sélection, eux, ils vont vraiment, si tu veux, regarder ton profil de façon particulière. Si tu conviens pas, ils te répondent même pas. Ils te répondent ni positivement ni négativement. Ils te répondent pas du tout. Si tu conviens, par contre, ils vont te répondre. Des fois, ils peuvent te demander des informations supplémentaires, comme des vidéos de tes sparring ou de tes combats, pour étoffer un peu ton CV. Du coup, voilà, ils te demandent pas de représenter quoi que ce soit ni qui que ce soit. Ils te demandent juste d'avoir un niveau assez stable, on va dire, pour pouvoir voilà offrir aux spectateurs un combat digne de ce nom. Après, peu importe l'art martial duquel tu viens, peu importe le groupe, peu importe quel âge tu as, voilà, tant que tu es prêt à livrer une guerre et à en faire profiter les spectateurs, eux, ça leur pose pas de problème. Au niveau du coup de l'organisation, eux, ils te proposent une date. Parce que les dates des événements comme ça, fut une époque, il y en avait, je crois peut-être 4 ou 5 maximum dans l'année. Maintenant, il y en a encore moins, il y en a 1 à 3 dans l'année maximum. Donc en fait, ils te proposent une date obligatoire, c'est à toi de trouver ta disponibilité. Ils te proposent peut-être 1 à 3 matchmaking D'accord. maximum, c'est-à-dire qu'ils te proposent une première personne. Très honnêtement, moi, on m'a jamais proposé d'adversaire avec un matchmaking qui soit pas fair play. À chaque fois, soit si ça s'est pas fait avec certains adversaires, c'est soit que eux n'étaient pas disponibles, euh, soit que finalement ils avaient trouvé quelque chose de meilleur. Mais sinon, les matchmaking étaient toujours fair play. Donc, ils t'envoient souvent une photo, des vidéos de ton adversaire avec son palmarès, son nom, ses réseaux sociaux, etc. En fait, c'est exactement comme pour des managers, hein. Toi, tu regardes, tu te dis bon bah ok, ce mec-là, moi je peux le prendre. Moi, très honnêtement, j'ai jamais regardé en détail parce que je me suis dit que si tu veux arriver dans ce truc de combat un peu ultime, t'avais pas à avoir peur de qui que ce soit, c'est que t'étais prêt à aller jusqu'au bout. Donc, il y avait pas à être regardant par rapport au profil de ton adversaire. Et en fait, une fois que le matchmaking se fait, du coup, par contre, eux, ils prennent en charge ton transport, etc. Toi, en fait, tu prends tes disponibilités pour partir depuis chez toi, prendre tes billets d'avion, etc. Tu te les réserves et eux, après, soit ils te remboursent en cash sur place, soit ils te font un virement pour que tu puisses assurer ta venue, quoi. D'accord. Et alors, une fois que tu arrives là-bas, que tu rentres, on va accélérer. On va faire une ellipse, comme on dit. T'arrives dans la cage. Est-ce que la sensation que t'as lorsque t'es dans cette cage, qui n'est pas réellement une cage en fait, t'es dans un parking. Des fois, il y a même pas il y a pas de ring, il y a pas nécessairement de barrière ou de barreau. Des fois, il y en a, mais des fois, il y en a pas. Est-ce que la sensation que t'as, elle est réellement différente d'un combat hooligan ou d'un combat, d'un sparring classique, boxe anglaise, kickboxing ou MMA? Alors, je crois pas que t'aies fait de combat professionnel dans ces disciplines de sport de combat, mais est-ce que le mindset est différent? T'as vraiment l'impression, pour le coup, d'être dans l'arène et que c'est un peu l'instant de mort? Parce que moi, j'imagine que ça doit foutre les chocottes quand même. Parce que surtout que le combat s'arrête à partir du moment où il y a un vrai, voilà, il y a un mec au sol, quoi. Je crois que c'est ça. Il y en a deux qui rentrent, il y en a qu'un qui sort. Bon, c'est un peu le folklore aussi, mais.
Alors ouais, alors c'est vrai qu'au niveau du ressenti, je te mens pas. En tout cas moi pour mon premier, j'avais une grosse pression parce qu'en plus les mecs, tout le staff qui t'entoure, c'est des mecs très solides, des mecs de l'est ou des pays scandinaves, tous tatoués, ils font tous 30 centimètres et 40 kilos de plus que toi. Donc tu sens bien que des fois t'es pas toujours forcément le plus gros prédateur, ou du moins que même si t'es un des plus gros prédateurs, t'en as plein autour de toi et que t'es pas le seul à vouloir jouer en fait dans cette cour-là. Et puis en plus, tu as tous les autres combattants, sachant que voilà, des fois les menaçants, c'est même pas forcément toujours les combattants. Et en fait, du coup, ouais, au niveau du ressenti, moi pour mon premier, c'était vraiment un gros stress, mais malgré le fait que je le montrais pas, parce qu'en fait, quand tu t'échauffes plus ou moins sur la même zone que ton adversaire. Donc en fait, il voit ta façon de t'échauffer. Donc si tu trembles, si tu bégayes, si t'as peur, si il le voit en fait. Donc le but c'est de rester assez stoïque. Ensuite, au niveau du ressenti, très honnêtement, c'est un petit peu la même chose que pour le combat hooligan, dans le sens où en fait, le seul stress que tu as, c'est de prendre des coups un petit peu rudes, tu vois, des coups de pied dans la tronche, voilà, des fois des gros coups à main nue, des gros coups de coude ou des gros coups de poing qui peuvent te sécher, et des fois de tomber sur du béton ou des choses comme ça et de te faire encore un peu plus mal. Après, sinon, ça m'a pas forcément plus stressé qu'un combat hooligan dans le sens où là t'as vraiment ton vis-à-vis, c'est-à-dire que t'as qu'une seule cible et ton objectif c'est vraiment que cette cible-là. T'as personne qui peut venir derrière toi et qui peut venir en fait prendre l'ascendant sur toi même si tu gagnais, etc. Ou même encore plus te rajouter des coups si t'en prenais déjà. Donc moi au niveau du sentiment, j'ai pas forcément été après plus stressé que ça pour la suite que pour des combats hooligans. Par contre par rapport à des combats professionnels, par exemple comme à du bare knuckle ou à du MMA, c'est assez bizarre parce qu'en fait, enfin, t'as cette petite voix au fond de toi qui fait que tu crains quand même un peu pour ta vie. C'est-à-dire que tu te dis merde, j'espère que ça va pas se terminer là euh, pour ma pour la suite de ma vie. Mais mais moi personnellement en fait, j'ai plus de pression quand je suis dans une cage ou sur un ring. C'est-à-dire qu'en fait, moi la pression que j'ai quand je suis sur une cage ou sur un ring, c'est pas de battre mon adversaire parce que généralement je sais que si je suis venu là, c'est que j'ai ce qu'il faut pour le battre. C'est plutôt d'offrir, on va dire un beau spectacle à mes spectateurs en fait, aux gens qui sont venus pour regarder. Et en fait, j'ai jamais eu de soucis, on va dire, souvent à remporter un combat. Moi, ce que j'ai souvent eu à me prouver, c'était de pouvoir le remporter d'une façon assez, pas esthétique, mais assez professionnelle, en fait, tu vois. C'est-à-dire que quand je suis dans une cage, tu as quand même un certain niveau technique en agilité, en force, en transition, etc. à montrer. Et moi, c'est pas forcément justement mon premier point d'ancrage. Moi, je suis plus sur la force la sauvagerie. Donc en fait, j'ai presque plus de pression, si tu veux, à essayer de montrer aux gens que je suis aussi capable de boxer de façon conventionnelle et de façon esthétique et efficace. Parce qu'en fait, quand je suis dans ce genre de combat, les free fight en forêt ou les combats aux côtes, je suis vraiment comme à la maison en fait. C'est vraiment chez moi, si tu veux. Je me sens bien. Et j'ai même le sourire au visage presque, en fait, si tu veux, quand j'y rentre, j'ai même le sourire au visage un petit peu. Donc, en fait, ouais, finalement, la pression, je pense que tout le monde la gère différemment et puis tout le monde ne fait pas un petit peu les deux, etc. Mais très honnêtement, je me sens finalement beaucoup plus à l'aise sur ces combats-là que de rentrer dans une cage qui est un univers un petit peu plus nouveau pour moi. Comme je te disais, le MMA, ça fait pas longtemps que je m'entraîne en MMA et qui finalement va me paraître un petit peu plus nouveau finalement. Et en fait, c'est bête, hein, mais quand tu te bats au King of the Street, peu importe le palmarès de ton adversaire, tu sais à peu près comment il va fonctionner. On a tous plus ou moins la même façon de se battre parce qu'on a tous peur de tomber sur le bitume, on a tous peur de prendre certains coups, de se faire mordre, etc. Donc généralement, on a une façon de combattre qui peut être assez similaire, même si chacun a son propre style. Alors que le MMA, tu sais jamais vraiment ce que tu vas prendre. Tu peux être contre un mec qui est vraiment un gros grappleur, tu peux être contre un gros striker, tu peux être contre un mec qui met que des counters, etc. C'est très compliqué en fait d'évaluer les faits et gestes de ton adversaire et du coup, je trouve ça un petit peu plus imprévisible en fait. Ok, ouais, je vois. Ouais. Donc
Il y a moins d'appréhension sur le côté aléatoire. C'est que tu maîtrises un petit peu plus, tu sais plus ou moins comment ça va se dérouler. Enfin, en tout cas, dans les grandes lignes. Après, si tu prends le mauvais coup au mauvais endroit, parce que c'est souvent ça aussi, hein, ce qui arrive même en bare knuckle, tu vois. Il suffit que, comme c'est, il suffit d'un coup, tu vois. J'avais fait l'épisode avec